Ma petite amie m'a trompé, puis elle a dit, c'est de ta faute. Tu travaillais tout le temps. J'ai dit, tu as raison. Je travaillais. Je travaillais à bâtir une entreprise. Qui vient d'être acquise pour 3 millions de dollars. Elle a découvert l'argent, la même semaine où j'ai découvert l'existence de l'autre gars. Le timing, c'est tout. Elle n'a absolument rien eu. Bon, Reddit, attachez vos ceintures, parce que cette histoire est pleine de rebondissements. Mon ex-petite amie, avec qui j'ai passé 4 ans, m'a reproché de l'avoir trompée en disant que j'étais émotionnellement absent. Et littéralement marié à mon travail. Et vous savez quoi? Elle avait à moitié raison. Je travaillais, beaucoup, c'est vrai. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que je bâtissais une entreprise en parallèle. Qui vient d'être rachetée pour 3 millions de dollars. Elle a découvert l'argent, exactement la même semaine où j'ai découvert son petit gars de côté. L'univers a un sens de l'humour, et apparemment, il est sacrément noir. Laissez-moi vous ramener au début. Pour que vous puissiez pleinement apprécier comment tout cela s'est joué. Je m'appelle Cole, j'ai 32 ans, et je travaille comme plombier agréé dans le centre de l'Ohio. Ce n'est pas le métier le plus sexy du monde, mais ça paie bien, et je suis doué pour ça. Je fais ça depuis mes 19 ans. Quand mon oncle m'a fait entrer dans sa petite entreprise de plomberie, juste après le lycée. Pendant que tous mes potes accumulaient des dettes d'études. En étudiant l'administration des affaires ou je ne sais quoi, moi. J'apprenais à souder des tuyaux en cuivre et à déboucher des canalisations. À 22 ans, j'avais ma licence de compagnon. À 22 ans, j'étais maître plombier, je gagnais solidement ma vie, et je n'avais aucune dette. Les gens sous-estiment toujours les plombiers. Ils pensent que nous sommes juste des gars qui débouchent des toilettes. Et qui facturent ça trop cher. Mais la réalité, c'est qu'un bon plombier est à la fois ingénieur, détective, et conseiller. On résout des énigmes toute la journée. Pourquoi ce tuyau fait-il du bruit? D'où vient cette fuite? Comment puis-je rediriger ce drain, sans avoir à démolir la moitié du sous-sol? C'est de la résolution de problèmes avec une clé à molette. Et j'ai toujours eu un cerveau qui aimait comprendre comment les choses fonctionnent. Mon oncle Frank dirigeait une opération modeste, 3 camions, 5 employés incluant moi-même. Et principalement du travail résidentiel avec un peu de commercial léger. Rien d'extraordinaire, mais c'était stable. Il était de la vieille école, gardait tout sur papier. Planifiait les interventions avec un cahier à spirale. Et pensait qu'Internet était une mode passagère qui finirait par s'essouffler. J'adorais ce gars, mais le voir laisser de l'argent sur la table. Simplement parce qu'il refusait de se moderniser, me rendait fou. Le bureau de l'oncle Frank était un désordre encombré de classeurs et de post-it. Il avait un système qui n'avait de sens que pour lui, et la moitié du temps. Même lui n'arrivait pas à s'y retrouver. Nous perdions la trace de certains chantiers, nous réservions 2 techniciens pour le même créneau. Et nous oublions de commander les pièces pour les réparations prévues. Des clients appelaient pour demander où nous étions. Et nous réalisions que le rendez-vous était passé entre les mailles du filet. C'était le chaos déguisé en entreprise fonctionnelle. Je rentrais chez moi après de longues journées, et je pensais à toutes ces inefficacités. Tout ce temps perdu à faire des allers-retours chez les fournisseurs. Parce que personne ne suivait l'inventaire. Tous ces rendez-vous manqués parce que le planning n'existait que dans la tête de Franck et dans un cahier usé. Et toutes ces factures qui partaient avec des semaines de retard. Parce que tout était écrit à la main, et devait être saisi manuellement dans QuickBooks. C'est là que j'ai commencé à bricoler une idée. Voyez-vous, l'industrie de la plomberie est archaïque en ce qui concerne la technologie. La plupart des entreprises fonctionnent encore comme si on était en 1985. La planification est un cauchemar. La répartition des tâches est inefficace. La gestion des stocks se résume à « roule jusqu'au magasin quand tu n'as plus de raccord ». La communication avec les clients, c'est un jeu de cache-cache téléphonique qui dure des jours. Je savais qu'il devait y avoir une meilleure façon de faire. Alors, pendant mon temps libre, qui n'était certes pas énorme, j'ai commencé à apprendre à coder. Rien de fou, juste assez pour être capable de construire quelque chose. Je suivais des cours en ligne le soir,
Je regardais des tutoriels sur YouTube pendant mes pauses déjeuner. Et je galérais sur les forums de Stack Overflow pour essayer de comprendre pourquoi mon code ne cessait de planter. C'était une leçon d'humilité, de recommencer en tant que débutant complet dans un nouveau domaine. Alors que j'étais déjà un maître dans mon métier quotidien. Finalement, j'ai commencé à construire un prototype pour une plateforme logicielle. Conçu spécifiquement pour les petites entreprises d'artisanat, plombiers, électriciens. Chauffagistes, ces gens qui font réellement fonctionner la société. Mais qui sont ignorés par la Silicon Valley. Parce qu'ils portent des chaussures de sécurité au lieu de sweats à capuche. Je l'ai appelé TradeFlow. Oui, je sais, ce n'est pas le nom le plus créatif, mais ça faisait exactement ce que ça disait. Ça aidait les entreprises artisanales à mieux circuler, flow. Planification, répartition, facturation, suivi des stocks, gestion des clients à la totale. Le tout, dans une seule plateforme construite par quelqu'un qui comprenait réellement l'industrie. Parce qu'il la vivait chaque jour. La première version était rudimentaire, vraiment rudimentaire. Je parle d'interfaces qui semblaient avoir été dessinées par un enfant en bas âge en état d'ébriété. Avec un code qui tenait debout grâce à des prières et du ruban adhésif. Mais ça fonctionnait, plus ou moins. C'était suffisant pour tester le concept. J'ai commencé les tests bêta avec l'entreprise de mon oncle en 2019. En 6 mois, nous avions augmenté l'efficacité de 40% environ. Les chantiers ne passaient plus inaperçus. Les clients recevaient des rappels de rendez-vous automatisés. Les factures partaient le jour même, au lieu de traîner dans une pile pendant des semaines. Mon oncle est passé de sceptique à quasi-évangéliste sur tout le projet. L'oncle Franck attrapait n'importe qui acceptant de l'écouter. Pour lui parler de ce logiciel que son neveu avait construit. Aux réunions de fournisseurs, à la quincaillerie, à l'église. Tu dois voir ce truc que Cole a fait. Ça a changé toute ma boîte. L'homme qui pensait que l'email était inutile montrait soudainement aux gens son iPad avec TradeFlow ouvert. Comme s'il faisait une présentation lors d'une conférence technologique. Le mot a commencé à se répandre. D'autres entreprises de plomberie de la région ont voulu l'utiliser. Puis un entrepreneur en électricité en a entendu parler par mon oncle lors d'un salon professionnel. Puis une entreprise de CVC, chauffage et clim. Avant même de m'en rendre compte, j'avais environ 30 entreprises utilisant la plateforme. Et je leur facturais un abonnement mensuel, qui a commencé à chiffrer très vite. Mais voici le problème, je travaillais toujours à plein temps comme plombier. Je rampais toujours sous les maisons à 2 heures du matin. Je m'occupais toujours des canalisations d'égouts bouchés et des tuyaux éclatés en plein mois de février. Le logiciel, c'était pour les nuits, les week-ends, le petit matin. Chaque seconde libre que je pouvais trouver. Je tournais à environ 5 heures de sommeil la plupart des nuits. Survivant grâce au café et à la détermination. C'est là qu'arrive Megan. Je l'ai rencontrée lors d'un barbecue chez des amis à l'été 2020. Elle était l'amie de la sœur de quelqu'un, ou quelque chose comme ça. Une jolie fille. Qui travaillait comme hygiéniste dentaire dans un cabinet à l'autre bout de la ville. Elle dégageait une énergie apaisante au début, comme si elle était du genre à suivre le mouvement. Sans faire d'histoire pour rien. Elle avait des cheveux blonds, qu'elle attachait toujours en une queue de cheval décontractée. Et un rire chaleureux, sans être agaçant. Le courant est passé immédiatement. Elle trouvait attirant le fait que je travaille de mes mains. Et que j'ai une réelle sécurité d'emploi, plutôt qu'un vague rêve de start-up. Elle riait quand je lui racontais mes passages dans les vides sanitaires. Et les trucs bizarres qu'on trouve sous les maisons des gens. Elle disait apprécier le fait que je sois authentique, sans essayer d'être quelqu'un d'autre. Ces premiers mois étaient cette phase de lune de miel dont tout le monde parle. Tout semblait facile. Elle m'envoyait un SMS de bonjour chaque matin, avec une petite blague ou une observation. Nous passions nos week-ends à ne rien faire de spécial, juste à apprécier la compagnie de l'autre. Elle a rencontré ma famille lors d'un barbecue pour la fête du travail. Et s'est intégrée parfaitement. Aidant ma mère en cuisine et discutant avec mon père du match de foot à la télé. Au début, sortir avec Megan était génial. Elle passait à la maison après le travail, nous cuisinions ensemble.
Nous regardions ce qu'il y avait sur Netflix, des trucs de couple normaux. Ma famille l'adorait, surtout ma mère. Elle faisait sans arrêt des commentaires sur les futurs petits-enfants. Et disait que Meghan semblait être la bonne. Mon père me prenait à part pour me dire de ne pas tout gâcher, que des femmes bien. On n'en croise pas tous les jours. Après environ 6 mois, elle a emménagé chez moi. C'était logique financièrement, et de toute façon, nous passions toutes nos nuits ensemble. Les choses semblaient solides. Nous parlions de l'avenir, le mariage éventuellement, des enfants peut-être. L'achat d'une maison avec un plus grand garage pour que je puisse avoir un vrai atelier. La maison était un petit 3 pièces que j'avais acheté lors d'une vente aux enchères après saisie. Quelques années avant de la rencontrer. Elle demandait beaucoup de travail quand je l'ai eue. Mais je l'avais rénovée moi-même au fil du temps. Nouvelle plomberie évidemment, électricité refaite, parquet poncé. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Elle était payée, sans hypothèque, parce que j'avais vécu comme un moine pendant des années. Économisant tout ce dont je n'avais pas absolument besoin. Ce que Meghan ne comprenait pas totalement, c'était TradeFlow. J'avais mentionné le projet de logiciel au début. Lui disant que je travaillais sur un projet parallèle qui commençait à prendre de l'ampleur. Mais je n'entrais pas dans les détails parce que, honnêtement, qui veut entendre parler de plateforme SaaS et de revenus récurrents mensuels lors d'un rendez-vous galant? Elle hochait la tête, disait que ça avait l'air cool. Et c'était à peu près tout pour nos conversations à ce sujet. Ce que Meghan voyait, c'était moi, rentrant épuisé de mes chantiers de plomberie. Puis restant assis devant mon ordinateur jusqu'à minuit presque tous les soirs. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était le nombre d'abonnés qui grimpait. Les demandes de fonctionnalités qui affluaient. Les emails de plus grandes entreprises posant des questions sur les tarifs, entreprises. Et les conversations que je commençais à avoir avec des gens qui utilisaient des mots comme « scalable » et « opportunité de marché ». J'aurais probablement dû mieux lui expliquer, j'aurais dû lui montrer les chiffres. Les graphiques de croissance, les emails d'investisseurs potentiels. Mais il y avait une partie de moi qui voulait garder cela séparé. Le travail de plombier était ce qui payait les factures. Le logiciel était ce rêve fragile que j'avais peur de briser en parlant trop. Et honnêtement, je voulais la surprendre, à terme. Je voulais ce moment où je pourrais lui montrer ce que tous ces sacrifices permettaient de bâtir. Avec le recul, c'était stupide. La communication est primordiale, mais on est toujours plus sage après coup. À l'époque, je pensais protéger quelque chose de délicat. En 2022, TradeFlow comptait environ 200 clients payants, générant autour de 40 000 $ par mois de revenus récurrents. J'avais embauché 2 développeurs à temps partiel pour m'aider à construire les fonctionnalités. Plus rapidement. J'avais un petit bureau que je louais pour pas cher dans une zone industrielle, et pourtant, je travaillais toujours à plein temps comme plombier. Parce que je n'étais pas encore prêt à tout miser sur le logiciel. Le bureau n'avait rien de spécial, une vieille moquette qui avait probablement des histoires à raconter. Des néons qui vacillaient quand la clim se mettait en marche. Et des meubles que j'avais achetés lors d'une liquidation de bureau. Mais c'était à moi. J'avais un tableau blanc sur un mur, couvert d'idées de fonctionnalités et de correction de bugs. Et un mini frigo rempli de boissons énergisantes pour les longues nuits. Mes développeurs étaient 2 gars que j'avais rencontrés lors d'un événement tech local. Jason était un ancien comptable. Qui avait appris le code tout seul parce qu'il détestait son boulot. Ravi sortait tout juste d'un institut technique, et avait faim de prouver sa valeur. Aucun des 2 n'avait de diplôme prestigieux ou d'expérience dans une multinationale. Mais ils travaillaient dur. Et comprenaient ce que nous construisions parce qu'ils avaient tous 2 grandi dans l'univers des métiers manuels. Le père de Jason était électricien, l'oncle de Ravi dirigeait une entreprise de paysagisme. Nous nous réunissions 2 fois par semaine pour foncer sur les nouvelles fonctionnalités. Travaillant parfois jusqu'à 2 ou 3 heures du matin quand nous étions proches d'une mise à jour. J'arrivais sur mes chantiers de plomberie le lendemain, complètement à plat. Mais j'avais l'impression que ça en valait la peine. Chaque nouvel abonné, chaque avis positif. Chaque client qui envoyait un email pour dire que TradeFlow avait changé son entreprise, tout cela validait chaque sacrifice.
Mais les nuits blanches devenaient de plus en plus fréquentes. Les week-ends devenaient de plus en plus courts, et Megan devenait frustrée. Les plaintes ont commencé petitement. Des petites remarques sur le fait que j'étais toujours fatigué, que nous n'allions plus nulle part. Qu'elle avait l'impression de vivre avec un colocataire plutôt qu'avec un petit ami. Au début, j'ai essayé de m'adapter. Je m'assurais de planifier des soirées en amoureux même si j'étais épuisé. Je l'emmenais dîner le samedi, et je me forçais à être présent. Même quand mon cerveau tournait en boucle sur des problèmes de code. Mais je voyais bien qu'elle sentait ma distraction, elle voyait que je n'étais pas totalement là. Même quand j'étais physiquement dans la pièce. J'ai essayé d'expliquer que c'était temporaire. Que je construisais quelque chose qui pourrait changer nos vies. Et que si je pouvais juste tenir bon encore 1 an ou 2, nous serions dans une position financière complètement différente. Elle hochait la tête et disait qu'elle comprenait. Mais je voyais bien qu'elle ne saisissait pas vraiment. Pour elle, j'étais juste un plombier obsédé par son ordinateur. Les disputes sont devenues plus fréquentes. Elle faisait des remarques sur d'autres couples qui partaient en vacances alors que nous restions à la maison. Sur les petits amis de ses collègues qui les emmenaient partout. Et sur le fait qu'elle avait l'impression d'être tout en bas de ma liste de priorités et derrière le travail et ce truc d'application. Avec le recul, j'aurais peut-être dû mieux communiquer. J'aurais peut-être dû l'impliquer davantage dans ma vision, lui montrer les chiffres. Lui donner l'impression d'être une partenaire dans ce que je bâtissais. Mais honnêtement, une partie de moi voulait lui faire la surprise. Je voulais arriver un jour avec un chèque, et voir sa mâchoire tomber. Une idée romantique et stupide, qui m'a finalement mordu les fesses. Début 2023, les choses avec Megan devenaient très tendues. Les plaintes n'étaient plus de simples remarques. C'était de vraies disputes sur le fait que je n'étais jamais présent, qu'elle se sentait négligée. Et que tout ce qui m'importait était le travail. Elle a commencé à sortir plus souvent avec ses amis, ce qui était bien sain, même. Tout le monde a besoin de sa propre vie sociale. Mais j'ai remarqué un changement dans son énergie, que je ne voulais pas admettre. Elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Et a cessé de s'intéresser à ce sur quoi je travaillais. Nos conversations sont devenues fonctionnelles, plutôt que complices. Qu'est-ce qu'on mange? As-tu payé la facture d'électricité? Je sors avec des amis ce soir. Les amis mentionnés devenaient plus vagues. Ce n'était plus « je sors avec Ashley et Kim », mais « je vois du monde ». Ce n'était plus un happy hour au bar de Main Street, mais juste un dîner quelque part. Les détails devenaient flous. Et je me disais que c'était parce qu'elle était en colère contre moi et se montrait froide. Et non parce qu'elle me cachait quelque chose. Pendant ce temps, TradeFlow explosait. Nous avons atteint les 400 abonnés, et le revenu a dépassé les 100,000 $ par mois. J'avais quitté mon emploi de plombier à ce moment-là. Pour me consacrer enfin à plein temps au logiciel. J'ai embauché plus de développeurs, et j'ai pris un vrai bureau avec de vrais meubles. Tout allait très vite. Quitter la plomberie était un sentiment doux amer, je faisais ça depuis 13 ans. Et il y avait un certain confort dans le travail physique et les résultats tangibles. On répare un tuyau, l'eau coule. On débouche un drain, le problème est réglé. Le logiciel était différent abstrait. Mais les chiffres ont pris la décision pour moi. TradeFlow générait plus de revenus mensuels que ce que je gagnais en 1 an de plomberie. Il était temps de s'engager. Megan a à peine souligné la transition. Quand je lui ai dit que j'avais démissionné pour me concentrer à plein temps sur le logiciel. Elle a juste dit, c'est bien, et s'est remise à scroller sur son téléphone. Elle n'a pas demandé ce que cela signifiait pour nos finances. N'a exprimé ni excitation ni inquiétude, elle avait simplement décroché. Puis, en mars 2023, j'ai reçu un email qui a tout changé. Une entreprise appelée Philpro Solutions voulait discuter. C'était un acteur majeur dans le domaine de la gestion des services sur le terrain. L'un des gros poissons de l'industrie. Il disait suivre la croissance de TradeFlow. Et être intéressé par l'exploration d'opportunités stratégiques. Traduction, il voulait nous racheter. J'ai failli tomber de ma chaise. Je suis resté assis dans mon bureau, à fixer cet email pendant probablement 10 minutes.
le relisant encore et encore pour m'assurer que je n'hallucinais pas. J'ai appelé mon pote Nat, qui me conseillait sur les questions commerciales. Et il a presque perdu la tête. Nat était ce gars de la finance que j'avais rencontré lors d'une réunion de petites entreprises quelques années plus tôt. Il m'avait aidé à mettre en place une comptabilité propre, à structurer l'entreprise correctement, tous ces trucs ennuyeux mais cruciaux. Quand je lui ai lu l'email au téléphone, il y a eu un silence total pendant environ 5 secondes. Puis, il a explosé de rire. Mec, tu réalises ce que ça veut dire? C'est l'exit. C'est ce dont tous les fondateurs rêvent. Ils ne font pas que tâter le terrain. Ils sont sérieux. Philpro ne vous contacte pas, à moins d'avoir déjà fait ses devoirs. Il m'a dit de rester cool, de ne pas paraître trop impatient, et pour l'amour de Dieu, d'embaucher un avocat, un vrai, pas le gars qui m'avait aidé à créer la SARL. Les mois suivants furent un tourbillon. Audit préalable, négociations, encore des audits. Des conférences téléphoniques à des heures impossibles parce que le siège de Philpro était sur la côte ouest. Et des documents comptant tellement de pages qu'ils auraient pu être des romans. Tout cela en essayant de faire tourner l'entreprise et de ne laisser personne savoir qu'un accord était en cours. Le processus d'audit était envahissant. Ils voulaient tout voir, les états financiers, les contrats clients, les répertoires de code, les contrats des employés. Ils ont interrogé mes développeurs, et analysé nos taux de désabonnement, nos coûts d'acquisition de clients, et nos projections de croissance. J'avais l'impression d'être examiné au microscope, tout en essayant d'agir normalement. L'offre initiale de Philpro était de 1,8 million de dollars. Mon avocat a dit que nous pouvions faire mieux. Nous avons proposé 2,5 millions. Ils sont revenus à 2,1 millions. Encore des allers-retours. Leur équipe restait silencieuse pendant des jours, et je me persuadais que l'accord était mort. Puis ils revenaient avec une autre contre-offre, et les montagnes russes continuaient. Finalement, nous nous sommes mis d'accord sur 2-3 millions de dollars. Avec quelques clauses de complément de prix liées à des objectifs de rétention. Ce qui signifiait que je recevrais environ 9 millions à la clôture. Et le reste au cours des 18 mois suivants si la base de clients restait intacte. 2-3 millions de dollars. Pour un projet parallèle que j'avais commencé parce que j'en avais marre des cahiers à spirale. L'accord devait être finalisé fin octobre 2023. Je devais garder le silence jusqu'à ce que l'encre soit sèche. Mais je planifiais déjà comment le dire à Megan. J'imaginais déjà l'expression sur son visage. Quand je lui expliquerais que toutes ces nuits tardives, tout ce temps où elle pensait que je l'ignorais, servait en fait à bâtir quelque chose qui nous mettrait à l'abri pour la vie. C'est là que l'univers a décidé de faire de l'esprit. C'était la mi-octobre, l'accord était à environ 2 semaines de la clôture. J'étais au bureau tard, réglant les derniers détails par email avec mon avocat. Megan pensait que j'étais en visite sur un site pour un client potentiel, encore un mensonge pour lequel elle a probablement dû lever les yeux au ciel. Mon téléphone a vibré, un SMS de mon pote Nat. Aucun mot, juste une photo. Je l'ai ouverte, et j'ai senti mon estomac tomber dans mes talons. C'était Megan, dans un bar en ville, enlacée avec un gars comme un bretzel. Et pas seulement de façon amicale, ils s'embrassaient à pleine bouche. Avec ses mains à lui poser à des endroits qui m'ont fait voir rouge. La lumière était tamisée, mais on ne pouvait pas se tromper, cette queue de cheval. La veste que je lui avais achetée pour son anniversaire. C'était elle. J'ai appelé Nat immédiatement. Où as-tu eu ça? Ma cousine était là-bas pour un anniversaire? Elle a reconnu Megan parce qu'elle était venue à ce barbecue l'été dernier. Elle m'a demandé si vous aviez rompu ou quoi. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai juste demandé qu'elle m'envoie la photo. Je suis resté assis là, à fixer la photo. 4 ans. 4 ans à construire une vie avec quelqu'un. Et elle est dans un bar du centre-ville avec sa langue au fond de la gorge d'un autre gars. Pendant que je travaille à assurer notre avenir. Tu veux que je passe, a demandé Nat. Non, j'ai besoin de réfléchir. Et j'ai réfléchi. Je suis resté dans mon bureau pendant environ 1 heure, juste pour digérer.
La rage initiale s'est transformée en quelque chose de plus froid, de plus calculé. Ça a toujours été ma façon d'être. Je n'explose pas, je stratégise. Ça vient de mes années de résolution de problèmes. On ne répare pas un problème de plomberie complexe en s'emportant. On évalue, on planifie, on exécute. La première chose que j'ai faite a été de transférer la photo sur mon email personnel. Ensuite, j'ai sorti notre contrat de location, les relevés de notre compte bancaire joint. Le titre de propriété du camion et tout ce qui documentait ce qui était à moi. Par rapport à ce qui était à nous. Alerte divulgachage, presque tout était à moi. La maison était à mon nom, achetée avant notre rencontre. Le camion était à mon nom. Le seul compte joint que nous avions était un compte courant partagé pour les dépenses ménagères. Qui contenait peut-être $3000 à tout moment. Elle n'avait aucune idée des finances de Tradeflow, aucune idée de l'acquisition. Aucune idée que dans 2 semaines, j'allais devenir millionnaire. Tout ce qu'elle voyait, c'était un plombier qui fixait trop souvent son ordinateur portable. Parfait. J'ai fait quelques recherches les jours suivants. Le gars sur la photo s'appelait Brad. Il travaillait dans un concessionnaire automobile du centre-ville, le type classique du « vendeur frimeur ». Bronzage artificiel, trop de gel dans les cheveux. Ayant probablement des avis sur les shakes protéinés et appelant tout le monde « mon gars ». Megan l'avait apparemment rencontré à sa salle de sport environ 3 mois plus tôt. 3 mois. Elle fréquentait ce clown depuis 3 mois, pendant que je concluais le plus gros contrat de ma vie. Je ne l'ai pas confronté tout de suite. Je devais attendre que la vente soit conclue. Je devais m'assurer que tout était blindé juridiquement. Mon avocat a confirmé que, puisque nous n'étions pas mariés et que tout était à mon nom. Elle n'avait aucun droit sur quoi que ce soit. L'argent de l'acquisition arriverait sur mon compte, et elle n'aurait aucun moyen d'y toucher. Ces 2 semaines ont été surréelles. Je rentrais chaque soir et je faisais comme si de rien n'était. Je la regardais me mentir en plein visage sur l'endroit où elle était et ce qu'elle faisait. Elle revenait de dîner avec des collègues, en sentant une eau de Cologne qui n'était pas là. Mienne. Elle était constamment sur son téléphone, inclinant l'écran dès que je passais. Le comportement classique d'une personne qui trompe. Que j'avais été trop occupé pour remarquer auparavant. Il me fallait une force incroyable pour ne pas dire quelque chose. Pour ne pas lui jeter la photo au visage et la regarder se décomposer. Mais je suis un homme patient, je l'ai toujours été. On ne construit pas quelque chose à partir de rien en étant impulsif. 28 octobre 2023, la vente a été conclue. 3 millions de dollars virés sur mon compte. Moins les frais et les montants retenus pour le complément de prix. Le net pour moi, au premier jour, était d'un peu plus de 1,9 million de dollars. Le reste viendrait au cours des 18 mois suivants, si les objectifs de rétention étaient atteints. J'ai fixé mon solde bancaire pendant 10 bonnes minutes. Puis j'ai appelé mon avocat. Pour qu'il commence à préparer les papiers afin de transférer la maison dans une fiducie, un trust. Juste au cas où. Ce soir-là, je suis rentré et Megan était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Jouant à la fée du logis. Elle se sentait probablement coupable de ce qu'elle avait fait avec Brad plus tôt dans la semaine. Elle avait préparé ce plat de pâtes qu'elle ne faisait que lorsqu'elle essayait de m'amadouer pour quelque chose. « Salut, bébé », dit-elle sans lever les yeux. « Comment s'est passée ta journée ?»« Journée intéressante, en fait. Il faut qu'on parle. » Elle s'est figée. L'expression « il faut qu'on parle » sonne différemment quand vous cachez quelque chose. J'ai vu ses épaules se tendre, j'ai vu sa main se serrer sur la cuillère en bois qu'elle tenait. Tout va bien? Sa voix était plus haute que d'habitude, nerveuse. Je ne sais pas. À ton avis? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la photo. Je n'ai rien dit, je l'ai juste tenue pour qu'elle puisse se voir enlacée avec Brad. Comme du lierre sur un poteau téléphonique. Elle a pâli si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle fixait l'écran. La bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson essayant de respirer hors de l'eau. La cuillère en bois a claqué sur le comptoir. Cole, je peux. Ce n'est pas. Ne.
J'ai rangé le téléphone. Les explications? Les excuses ou n'importe quel discours que tu as répété dans ta tête ne m'intéressent pas. Je veux juste savoir depuis combien de temps. Silence. Puis un murmure. 3 mois. J'ai hoché la tête. Super. Tu as jusqu'à dimanche pour sortir tes affaires. Je dormirai à l'hôtel. Attends, quoi? Cole, s'il te plaît, on peut en parler? Je sais que ce que tu as vu est horrible. Mais tu dois comprendre. Je me sentais si seul. Tu n'es jamais là. Tu travailles tout le temps. J'avais l'impression de ne plus avoir de petit ami. Et voilà, le transfert de culpabilité, le coup du « tu m'as poussé à bout ». La déviation classique du trompeur, tout droit sorti du manuel. Donc, ta solution à ton sentiment de solitude. C'était de commencer à voir un vendeur de bagnole dans mon dos? Ce n'était pas comme ça. C'est juste arrivé. On n'était que des amis au début, et puis tu l'as embrassé dans un bar du centre-ville. Pendant que j'étais au bureau à essayer d'assurer notre avenir. Oui, les choses arrivent, c'est tout. Tu m'as poussé à ça. Maintenant, elle s'échauffait, les larmes commençaient à couler, mais des larmes de colère. Pas de tristesse. Tu n'étais jamais présent. Tu étais toujours sur ce stupide projet informatique. J'avais besoin d'attention. J'avais besoin d'affection. Et tu ne m'en donnais pas. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Littéralement n'importe quoi d'autre. Sauf me tromper. Rompre avec moi. Avoir une conversation honnête. Me jeter une lampe à la figure. Mais non. Tu as choisi de fréquenter en douce un mec nommé Brad. Pendant que j'étais occupé à être émotionnellement absent. Tu ne comprends pas. Tu es tellement obsédé par le travail que tu ne vois même pas ce que tu nous as fait. J'ai essayé de te le dire. J'ai essayé tellement de fois de capter ton attention. De faire de nous une priorité. Et tu as continué à choisir cette application au lieu de notre relation. Ce que je nous ai fait? Elle est bonne, celle-là. Elle pleurait à chaudes larmes maintenant, mais je ne ressentais rien. Cela m'a un peu surpris. 4 ans, et je me sentais juste froid. Vide comme si je regardais une scène de film plutôt que la fin de ma propre relation. Je t'aimais, dit-elle. Je t'aime encore. Brad était une erreur. Une erreur stupide parce que je mourais d'envie que quelqu'un me prête attention. Tu aimais la version de moi qui t'arrangeait. Le plombier stable avec un salaire régulier qui était trop occupé pour remarquer que j'avais déjà décroché. Eh bien, voici le truc, Megan. Ce stupide projet informatique que tu n'arrêtais pas de mépriser. Ce truc sur lequel je travaillais tout le temps au lieu de te donner de l'attention? Elle leva les yeux, confuse. Son mascara coulait sur son visage, lui donnant l'air d'un raton laveur triste. Il vient d'être racheté pour 2-3 millions de dollars. Vente conclue aujourd'hui. D'ailleurs. Quel timing, n'est-ce pas? Le silence qui a suivi était presque musical. J'ai regardé son visage passer par environ 8 émotions différentes en 5 secondes, confusion. Incrédulité, réalisation, horreur, regret, encore de l'horreur. Puis quelque chose qui ressemblait beaucoup à du calcul. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par acheter? Je veux dire qu'une grosse entreprise a acheté ma plateforme logicielle. Et m'a fait un très gros chèque. Enfin, un virement bancaire, techniquement. Le point important. C'est que toutes ces nuits tardives qui te mettaient si en colère, j'étais en train de bâtir quelque chose. Quelque chose de valeur. Et maintenant, je suis à l'abri pour très longtemps. Elle m'a juste fixé. Je pouvais littéralement voir son cerveau recalculer. Je pouvais la voir faire les comptes dans sa tête. Essayant de comprendre ce que cela signifiait pour elle. Cole, je ne savais pas. Tu ne me l'as jamais dit. Si j'avais su. Si tu avais su quoi? Qu'il y avait de l'argent en jeu? Est-ce que ça aurait changé le fait que... Tu traînes avec Brad? Je n'ai pas. On ne s'est embrassé que quelques fois. Ce n'était pas sérieux.
Megan? Ça n'a pas d'importance. Tu l'as quand même choisi au lieu d'être honnête avec moi. Tu as quand même agi en douce pendant 3 mois. Tu m'as quand même reproché de t'y avoir poussé. Au lieu de prendre tes responsabilités. L'argent ne change pas ce que tu as fait. Il rend juste le timing hilarant. Elle a commencé à faire les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux. Tirant sur sa queue de cheval comme si elle pouvait en extraire une solution. D'accord. D'accord. Essayons de ralentir. C'est beaucoup de choses à digérer d'un coup. On est ensemble depuis 4 ans. On ne peut pas tout jeter pour une seule erreur. On peut surmonter ça. Repartir de zéro. Non. Cole. S'il te plaît. J'ai fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. On peut passer outre. Je ferai tout ce qu'il faudra. On peut aller voir un conseiller. On peut fixer des limites. On peut. J'ai dit non. Tu vas vraiment partir après 4 ans pour quelques baisers. J'ai ri et j'ai vraiment ri. Quelques baisers. C'est ça. Et non, je pars parce que tu m'as trompé, tu as menti. Tu m'as rejeté la faute dessus. Et tu ne sembles vouloir arranger les choses que maintenant que tu sais qu'il y a de l'argent. Ces 4 ans me donnent juste l'impression d'avoir gâché le début de ma trentaine. Je ne savais pas pour l'argent quand j'ai dit qu'on devrait arranger les choses. Tu as appris pour l'argent littéralement 30 secondes avant de suggérer qu'on arrange les choses. Elle n'a pas trouvé de réponse à cela, restant plantée là, les larmes coulant toujours. Me regardant comme si j'étais un étranger. J'ai pris ma veste et mes clés. Dimanche, tes affaires doivent être sorties. Je ferai changer les serrures lundi matin. Où suis-je censé aller? Je suis sûr que Brad a un canapé, ou peut-être qu'il te laissera rester chez lui. Puisque vous êtes si complices. Cole, ce n'est pas juste. Je n'ai nulle part où aller. Mon nom est sur le bail. En fait? Non. Je ne t'ai jamais ajouté. Mon avocat me l'a confirmé plus tôt aujourd'hui. Tu es libre de vérifier les papiers. J'ai ouvert la porte d'entrée. Bonne nuit, Megan. Je suis sorti sans regarder en arrière. J'ai passé les jours suivants à l'hôtel, recevant des rafales de SMS et d'appels de Megan. Allant des excuses à la colère, puis au pathétique. Les messages arrivaient par vagues. La première vague était faite d'excuses, je suis tellement désolé. Cole. J'ai fait une erreur horrible. Laisse-moi t'expliquer. Je t'aime. La deuxième vague était la colère. Tu ne peux pas jeter 4 ans comme ça. Tu es déraisonnable. J'étais seul et tu n'étais pas là pour moi. C'est aussi de ta faute. La troisième était la négociation, et si on faisait juste une pause? Pour réfléchir? Je sais qu'on peut réparer ça si tu me donnes une chance. La quatrième vague était pathétique. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents vont être si déçus. S'il te plaît, Cole. S'il te plaît. Parle-moi. Je n'ai répondu à aucun message, j'ai juste transféré les plus pertinents à mon avocat. Au cas où elle tenterait un truc stupide. Dimanche est arrivé, et j'ai envoyé Nat pour surveiller son déménagement. Je ne voulais pas être là pour les jérémiades. Il m'a dit qu'elle avait pleuré tout le temps. N'arrêtant pas de lui demander de me convaincre de lui parler. Répétant que ce n'était pas juste et qu'elle méritait une autre chance. Nat lui a dit qu'il ne s'en mêlait pas. Et qu'elle aurait peut-être dû réfléchir aux conséquences avant de faire ses choix. Il a dit qu'elle avait jeté quelques objets et cassé une lampe. Mais qu'elle avait fini par charger toutes ses affaires dans sa voiture et était partie. Un brave type, ce Nat. Lundi matin, le serrurier est venu et a changé toutes les serrures. Megan a envoyé un message pour demander si elle n'avait pas oublié son sèche-cheveux. Je lui ai dit d'en acheter un nouveau, et j'ai bloqué son numéro. C'est là que ça devient intéressant. 2 semaines après la rupture, le journal local a publié un article sur le rachat de Tradeflow. Un plombier local bâtit une entreprise de logiciels et la vend pour 2-3 millions de dollars. Titrait le journal. Ils m'ont interviewé au bureau, ont pris des photos,
et m'ont interrogé sur mon parcours. Depuis les vides sanitaires jusqu'à la signature de contrats à 7 chiffres. Je déteste être pris en photo. Mais je me suis dit que c'était une bonne publicité pour la plateforme. Meghan a vu l'article. Évidemment. En l'espace de 3 jours, j'ai commencé à recevoir des messages de gens que je connaissais à peine, d'anciennes connaissances du lycée. Des cousins éloignés, des amis Facebook au hasard, tous posant des variantes de la même question. Est-ce que tu as vraiment largué ta copine après être devenue riche? Il s'est avéré que Meghan avait lancé une véritable campagne de relations publiques, racontant à qui voulait l'entendre que je l'avais exclue de l'argent après qu'elle m'ait soutenu pendant les années difficiles. Elle postait sur ses réseaux sociaux qu'elle avait tout sacrifié pour un homme qui l'avait abandonné dès qu'il avait réussi, se faisant passer pour la victime tout en omettant soigneusement la partie où elle embrassait Brad dans des bars. Mon pote Nat m'a envoyé des captures d'écran. Elle avait écrit un long post expliquant comment j'avais caché l'entreprise, comment elle avait été prise au dépourvu par la vente, et qu'elle méritait une compensation pour son travail émotionnel pendant la phase de création. Les commentaires étaient remplis de gens me traitant de tous les noms. J'ai appelé mon avocat. En une semaine, Meghan a reçu une lettre de mise en demeure à l'adresse de ses parents, expliquant que nous n'avions jamais été mariés, qu'elle n'avait aucune part de propriété dans l'entreprise, aucun contrat, et aucun droit légal d'aucune sorte. La lettre ajoutait que toute diffamation persistante entraînerait la publication de la photo du bar. Juste pour rappeler à tout le monde ce qui avait réellement mis fin à notre relation. Elle a arrêté de poster après cela, mais l'univers n'en avait pas encore fini avec elle. Environ 3 semaines après son départ, j'étais au supermarché et je suis tombé sur son amie Ashley. Elle avait l'air mal à l'aise de me voir, mais j'ai juste fait un signe de tête et j'ai continué mon chemin. Puis elle m'a appelé. Cole, attends. Je me suis retourné. Je voulais juste dire que je ne savais pas pour Brad. Elle nous disait que vous aviez des problèmes. Mais je ne savais pas qu'elle te trompait vraiment. Je suis désolé. J'ai juste haussé les épaules. Ce n'est pas ta faute. Elle raconte une histoire différente à tout le monde, que c'est toi qui avais décroché, que tu l'as poussé à partir. Oui, j'ai entendu. Ashley a regardé autour d'elle, comme si elle s'apprêtait à commettre un crime. Brad l'a larguée la semaine dernière. Il l'a appelée pour dire qu'il n'était pas prêt pour une relation. Elle vit chez ses parents et pleure tous les jours. Elle n'arrête pas de dire qu'elle a fait la plus grosse erreur de sa vie. Qu'elle aurait dû te parler de son sentiment de solitude plutôt que de... Ashley a laissé sa phrase en suspens. Point plutôt que ce qu'elle a fait. Ouais. J'ai repris mon chariot. Dis-lui que je lui souhaite bonne chance pour la suite. Je suis parti et j'ai fini mes courses. 2 mois plus tard, j'ai reçu un message Facebook de Meghan. Long, décousu, rempli d'excuses et de promesses de changer. Elle disait avoir lu des livres de développement personnel. Elle disait avoir réalisé ce qu'elle avait perdu. Elle disait vouloir me voir pour un café et discuter. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai envoyée à Nat. Et j'ai archivé la conversation sans répondre. Son Instagram, ces jours-ci, n'est rempli que de citations inspirantes sur « connaître sa propre valeur » et « survivre aux relations toxiques ». Elle a lancé un TikTok où elle parle de guérir de l'indisponibilité émotionnelle, sans jamais mentionner qu'elle est celle qui a trompé. Elle a environ 40 abonnés, principalement des bots. Pendant ce temps, Brad a été viré de la concession environ 1 mois après avoir largué Meghan. Apparemment, il racontait aux clients qu'il sortait avec quelqu'un qui allait bientôt être riche. Et quand les managers ont découvert que tout cela était du n'importe quoi, ils l'ont licencié pour conduite non professionnelle. Aux dernières nouvelles, il est retourné vivre chez sa mère dans l'Indiana. On ne pourrait pas inventer ça. 6 mois plus tard, voici où tout le monde en est. La première chose que j'ai faite a été de rencontrer mon comptable et un conseiller financier, et pas le gars de chez H&R Block qui faisait mes impôts, mais une véritable équipe de gestion de patrimoine recommandée par Nat. Ils ont constitué un portefeuille, mis en place une fiducie, et m'ont aidé à comprendre comment faire travailler l'argent au lieu de le laisser dormir sur un compte courant sans rien rapporter.
J'ai acheté quelques propriétés de location dans des quartiers corrects. Rien de luxueux, juste des investissements solides pour générer des revenus passifs. J'ai racheté l'hypothèque de mon oncle Franck. Je me suis pointé chez lui un samedi matin avec un chèque de banque pour le solde restant. Je lui ai dit que c'était un merci. Pour avoir donné sa chance à un gamin de 19 ans qui voulait juste apprendre un métier. Il a essayé de refuser, disant qu'il n'acceptait pas l'aumône. Je lui ai dit que ce n'était pas de l'aumône, c'était le remboursement d'une dette. Il m'avait donné les fondations sur lesquelles tout le reste avait été bâti. Il a un peu pleuré. Ce qui était bizarre parce que cet homme ne pleure même pas quand l'équipe de l'Ohio State perd. Sa femme m'a forcé à rester pour le petit déjeuner et n'arrêtait pas de me serrer dans ses bras. Toutes les 5 minutes. J'ai emmené mes parents en Floride pendant 2 semaines. Je les ai logés dans un hôtel en bord de mer, je les ai emmenés dîner tous les soirs. Et je ne les ai pas laissés regarder une seule édition. Ma mère n'arrêtait pas de me demander si j'étais sûr, si je pouvais vraiment me le permettre. J'ai juste ri et j'ai commandé une autre tournée d'entrée. Je les ai regardés marcher sur la plage main dans la main au coucher du soleil. Et j'ai réalisé que c'était ce que je voulais, à terme, quelque chose de vrai. Quelque chose de durable. J'ai aidé mes développeurs, Jason est ravi. À négocier des primes de rétention avec Philpro pour qu'ils ne soient pas lésés par la transition. Ils sont tous les deux passés à plein temps avec des avantages sociaux et des options d'achat. D'action. Ils gèrent toujours la plateforme, mais avec de plus gros salaires et une vraie sécurité d'emploi. Nous déjeunons toujours ensemble une fois par mois. Pour parler du bon vieux temps où nous construisions TradeFlow dans ce bureau miteux. J'ai organisé une réunion avec l'école de métiers locale. Et j'ai proposé de financer une bourse pour les jeunes qui veulent se lancer dans la plomberie, l'électricité ou le chauffage clim. Prise en charge totale des frais de scolarité, plus un budget pour les outils. Pour 2 étudiants par an. Je lui ai donné le nom de mon oncle. Il a failli faire une crise cardiaque quand je lui ai dit. Les premiers bénéficiaires ont commencé cet automne. 2 jeunes issus de milieux difficiles qui me rappelaient moi-même à 18 ans. J'ai commencé à fréquenter une femme nommée Nathalie il y a environ 4 mois. Elle est ergothérapeute. Je l'ai rencontrée lors d'un événement caritatif où Nat m'avait traîné. À notre 3e rendez-vous, je lui ai raconté toute l'histoire, l'entreprise, la vente, Megan. Tout. Elle a écouté, a posé des questions. Et n'a pas une seule fois calculé ce qu'elle pourrait en retirer. Elle a sa propre carrière, son propre argent, sa propre vie. Elle est avec moi parce qu'elle aime qui je suis, pas ce que je possède. Le mois dernier, j'ai emmené Nathalie rencontrer mes parents. Ma mère m'a pris à part après coup et a dit, celle-là est différente. Mon père a juste hoché la tête et m'a fait un signe de pouce levé quand Nathalie ne regardait pas.